voir quels sont les leviers qu'on peut actionner quand on est sur des niches ultra concurrentielles, quels sont les éléments décisifs. Donc ça, on va le découvrir durant cette conférence. L'objectif, c'est de vous présenter comment faire évoluer votre ambition avec votre site. Est-ce que pour développer son site, vous êtes tous partis en disant de toute façon, il faut avoir cette position-là où on va se développer en fonction des opportunités. Quels freins aussi on rencontre lors de la croissance. Et puis, comment se faire une place sur le marché, les points clés que vous pensez vraiment centraux pour développer votre business aujourd'hui et puis demain, parce qu'au final, voilà, vous avez plusieurs années d'expérience sur l'aspect e-commerce. Les stratégies évoluent chaque année. Vous devez remettre en cause vos manières de faire, vos plans marketing. Donc ça sera l'objectif vraiment de cette conférence, c'est de vous donner un aperçu, un paysage des différentes stratégies pour partir de sa solution PrestaShop et puis de développer sur plusieurs centaines de milliers de chiffres d'affaires, voire des millions, sa boutique avec cette solution qui est extensible. Toutes les nouveautés qu'on a vues en amont de ce salon qu'Alexandre nous a présenté, je pense que PrestaShop est aussi une solution qui est dans l'air du temps et qui s'adapte vraiment à toutes les tendances. Donc ça aussi, c'est un élément sur l'aspect technique qu'on va évoquer. Encore 2 petites minutes et puis on va attaquer. Ça peut être magique. N'hésitez pas également à vous activer sur les réseaux sociaux, sur Twitter. L'événement est très actif. PSD Paris, vous pouvez rejoindre le hashtag. C'est plus simple parfois pour networker aussi. Donc n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, à tweeter sur l'événement et puis à interagir avec d'autres personnes. C'est aussi une occasion, voilà, d'interagir et de faire de nouvelles rencontres. On va commencer. On va commencer par un tour de table, de vous présenter un par un sur vos fonctions, votre projet. Voilà, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, Lolita Drouel, donc je suis directrice marketing et e-commerce chez Avenue des Vins. Donc Avenue des Vins, c'est une marketplace spécialisée dans le vin et le champagne. On a aujourd'hui plus de 450 vignerons partenaires et on livre le particulier en France et en Europe, donc avec une promesse de livraison en 48 heures sur la France et 72 heures en Europe, et avec des prix directs propriété. Donc quand vous achetez chez Avenue des Vins, c'est comme si vous preniez votre vélo, que vous alliez au fin fond du Languedoc, chez le vigneron que vous avez rencontré pendant vos vacances, et que vous revenez avec la bouteille. Bah là, vous pouvez le faire depuis votre canapé, c'est le défi qu'on s'est lancé chez Avenue des Vins. Camille. Bonjour. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Camille Zamo, je suis la présidente de la marque Archiduchesse. Archiduchesse, c'est une marque que j'ai reprise il y a 1 an et demi, donc qui est existante depuis 2009 et que j'ai repris pour relancer vraiment la marque sur le secteur des chaussettes. Puisque chez Archiduchesse, on fait des chaussettes made in France dans plus de 40 couleurs différentes et on a un humour et un côté assez décalé dans notre communication. Et donc, il y a beaucoup de challenges pour la marque et beaucoup de choses à faire dans la communication et dans la vente du e-commerce. Bonjour à tous, je suis Alain Léravou, donc le cofondateur de T-Shirt Corner. T-Shirt Corner, c'est un e-shop qui est dédié aux t-shirts et accessoires de marques de jeunes créateurs. On est un site donc principalement e-commerce, on distribue une 40aine de marques, on a aussi développé nos propres collections. Et on a notre propre atelier d'impression textile. Donc du coup, toutes nos commandes sont imprimées et expédiées depuis nos locaux depuis maintenant 2 ans et demi. Bonjour, je suis Nicolas Serre, j'ai créé le même site qu'Alain. Je suis également le cofondateur de T-Shirt Corner. On travaille ensemble depuis 2 ans et demi. Et il y a 3 ans, on était dans cette salle, mais de l'autre côté de la barrière. Super.
Ce qui est vraiment intéressant donc, avec ces 3 projets, c'est qu'on voit que vous avez une histoire. C'est-à-dire que vous le racontez voilà, de manière passionnée, que vous avez une articulation et que vous avez cette évolution donc, avec la solution technique qui est PrestaShop. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de voir cette évolution-là. Premier sujet, j'aimerais qu'on parle de votre ambition. C'est-à-dire quand vous avez rejoint ces différents projets, quelle était l'ambition à ce moment-là et quelle est votre ambition aujourd'hui ? Est-ce que c'est exactement la même ou est-ce qu'elle a évolué en fonction des opportunités et comment vous vous projetez avec la solution qui est PrestaShop ? Alors je me permets de commencer. On a eu dès le début avec Nicolas un objectif qui était clair, précis, qui est en fait aujourd'hui le même. On est sur un marché hyper concurrentiel, on en parlait tout à l'heure, c'est un cas qui nous concerne tous, où il y a une multitude d'acteurs, un nuage d'acteurs, des sites de t-shirts, il y en a qui naissent tous les jours et il y en a qui meurent aussi tous les jours. L'objectif, c'était d'arriver très rapidement, en moins de 3 ans, dans le top 5, on va dire, des sites de t-shirts, et en tout cas dans notre domaine d'activité, sous 3 ans. Et l'objectif aujourd'hui est toujours le même, c'est qu'on a un marché qui va se concentrer très rapidement, c'est-à-dire qu'une majeure partie des acteurs vont arrêter leur activité et qu'il faut qu'on soit, pour être viable, rapidement dans le top 3, dans le top 5, pour pouvoir évoluer et pour rattraper un petit peu le retard qu'on a pris par rapport à des acteurs qui sont déjà un petit peu plus vieux que nous sur le marché. Donc nous, notre objectif, ça a été d'être, avec les moyens qu'on avait, avec les subventions qu'on avait, avec la connaissance qu'on avait du marché, d'être dans un top 5 en moins de 3 ans. Je rebondis sur ce que dit Alain. Effectivement, l'objectif, il était clair dès le départ, il n'a pas bougé. Ce qui a changé, c'est le chemin. C'est de se dire au début, est-ce que l'on va être finalement qu'une plateforme de distribution et de production de marques, c'est-à-dire une marketplace avec cette capacité en plus de production, en s'affranchissant de l'image qu'il pouvait y avoir du t-shirt, de la personnalisation. Et finalement, à force de répéter ce discours, de rencontrer des acteurs, au bout de quelques mois, quelques années, on a fait évoluer le chemin, la stratégie, pour se dire, finalement, pour devenir un acteur qui compte, si tout le monde nous parle de personnalisation en ligne, quelque part, il doit y avoir une vraie demande du marché. Et finalement, la stratégie qui est la nôtre, c'est de se répondre à la demande et pas de répondre à l'offre. Du coup, on a réfléchi, refondu la stratégie, enfin le chemin pour atteindre l'objectif qui était le nôtre, en se disant, finalement, rajoutons cette partie personnalisation qui est une vraie demande aujourd'hui du marché. Et comme ça, quand on nous posera la question en disant finalement, vous êtes une plateforme de vente et de personnalisation, maintenant on peut dire oui. Alors, tu disais d'être dans le top 5 au bout de 3 ans. Ça fait 3 ans. Vous êtes dans le top 5 ? Il nous reste 6 mois. 6 mois. Okay. Pour en travailler, mais non, on est globalement dans le top 5. Après, ça dépend qui on met dans ce top 5 comme acteur, parce qu'effectivement, sur le marché du t-shirt, on peut avoir des acteurs comme du Levi's, mais aussi comme du ASOS, qui sont à des niveaux incommensurables. Nous, dans notre domaine, je dirais, jeunes créateurs et plutôt originaux, décalés, aujourd'hui, on peut dire qu'on est dans le top 5, mais il y a encore beaucoup de travail et beaucoup de développement à faire, parce que c'est un marché qui est quand même sans cesse en mouvement. Très bien. Camille, depuis que tu as repris ce projet-là, quelle était ton ambition initiale quand tu as repris cette affaire-là ? Et aujourd'hui, est-ce que ton ambition a évolué ? Alors, donc moi j'ai repris il y a 1 an et demi et c'est vrai que quand j'ai repris, le but c'était vraiment de donner un petit coup de boost à cette marque, puisque Archiduchesse donc, a été développée en 2009 et elle a été développée vraiment dans un état d'esprit de on s'amuse avec nos chaussettes, enfin voilà, on a un petit côté décalé avec des chaussettes de couleur, et au départ il n'y avait pas vraiment d'ambition pour la marque, mais elle a quand même super bien marché, c'était un des premiers pure players de la chaussette à l'époque, et du coup c'est vrai qu'avec les années, avec la revente de la société aussi il y a plusieurs années, la société a pas mal stagné, et du coup moi je suis vraiment arrivée il y a 1 an et demi pour rebooster la marque, et c'est vrai que les ambitions vont avec, c'est-à-dire que quand on reprend une marque, on a envie vraiment de la voir évoluer, et c'est tout l'objectif. Les ambitions changent tout le temps, puisqu'au début, je voulais vraiment que le site e-commerce devienne une plateforme novatrice sur le e-commerce. Donc on a eu cette ambition-là, on y est arrivé, et maintenant on a plus d'ambition de notoriété et de développement en France dans des points de vente où
beaucoup à l'international. Donc voilà, ça évolue constamment et on espère aussi devenir plus important dans le milieu de la chaussette et prendre des parts de marché dans ce secteur-là qui est un marché très grand et très large et sur lequel on peut avoir plus d'impact. Lolita, toi, ton ambition aujourd'hui et depuis ton arrivée, est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle est différente ou est-ce qu'elle est intacte? Oui, elle a forcément changé, puisqu'on s'est créé pareil en 2010, donc en 8 ans, ça évolue pas mal. En fait, l'ambition à la base d'Avenue des Vins, elle était assez simple, c'était de se dire qu'on est parti d'un double constat. D'un côté, on a des vignerons, il y a 30 000 vignerons en France qui savent tous très bien faire du vin. Mais pour ce qui est de le distribuer sur Internet, en vente aux particuliers, c'est très compliqué pour eux. L'e-commerce, c'est un métier, ça prend beaucoup de temps. Ils n'ont tout simplement pas le temps. Donc nous, l'idée, c'était de se dire, bon, bah, on va créer une plateforme où justement, on va réunir tous ces vignerons et on va donner accès aux amateurs de vin à des vins qu'ils n'auraient pas pu trouver autrement. Donc d'un côté, on aide les vignerons à vendre leurs vins et on ouvre le marché en rendant voilà, accessible ces petites pépites de vignerons entre 5 et 15 euros. Donc ça, c'était l'ambition de base qui aujourd'hui est, en tout cas le but est là, vu que le résultat est là, vu qu'on a 450 vignerons partenaires et qu'on en rentre entre 5 et 10 nouveaux tous les mois. Mais ce qui là où on a été très surpris, c'est qu'aujourd'hui, on est à 30% on réalise 30% de nos ventes en Europe, sur des pays comme la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, voilà, on en a une dizaine. Et ça, on ne l'avait pas du tout prévu, puisqu'on a un site qui est 100% en français. Et en fait, on a des ventes de plus en plus régulières sur ces pays-là. Donc, du coup, l'ambition a forcément évolué. Et on est en train de lancer la plateforme anglaise, là, dans les semaines à venir. Et puis après, on va enchaîner sur l'Italie et l'Allemagne. C'est intéressant sur vos histoires, parce que quand on lance un e-commerce, on a une certaine idée de la création, du lancement, mais au final, l'attraction du marché et l'enchaînement du développement fait que notre ambition évolue. Et ça, voilà, vous êtes tous sur PrestaShop, cette solution vous permet au final d'avoir cette continuité sur le développement. Je pense que c'est une force de ce levier-là. Et quand on se lance sur le e-commerce, quand on a notre site, voilà, on s'imagine une ambition très forte, mais qu'on repousse chaque année par rapport aux différents leviers qu'on l'a vu sur mobile ou autre. Pour information, qui est e-commerçant dans la salle? Si vous pouvez lever la main. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent créer un site e-commerce? Ok, très bien. Surtout pour voir sur ces perspectives-là, je pense que là, c'est là aussi on va évoquer, c'est-à-dire sur les aspects un petit peu freins, les leviers aussi qui vous permettent de franchir des caps, c'est de se dire, ok, je crée mon site e-commerce, ou si demain je migre vers PrestaShop, quelles sont les caractéristiques que je dois faire attention pour ne pas être bloqué d'ici 1 an, d'ici 2 ans, même si mon ambition aujourd'hui est limitée, elle va pouvoir évoluer par la suite. Quels sont les leviers qui vous ont permis de franchir un cap dans votre croissance? Il y en a plusieurs. Il y a le palier technologique. Donc on parlait de PrestaShop, effectivement, sans vouloir faire de lèche. Mais effectivement, nous, il nous fallait dès le départ une plateforme qui était évolutive avec beaucoup de modules. Et si jamais le module n'existait pas, la capacité à faire développer quelque chose. Nous, on travaille avec un partenaire qui est sur Toulouse et qui a la capacité à nous faire évoluer le site très rapidement. Quand on trouve des modules qui correspondent, très bien, on les prend et puis on les customise un petit peu. Il y avait un premier levier qui était ce levier technologique. Nous, on est parti il y a 2 ans et demi avec un site qui a dû nous coûter 2 ou 3 000 euros à développer, donc pas grand-chose. On a quasiment tout fait nous-mêmes, c'est-à-dire que sur les premiers mois, on a rentré, en 2 semaines, on a rentré 3 000 fiches à la main avec Alain, donc on passait des nuits blanches à faire ça. Et finalement, après ce palier technologique, rapidement s'est imposé le levier humain, c'est-à-dire de se dire, ok, comment on s'appuie sur des talents, parce qu'on ne peut pas toujours tout faire tout seul, et qu'au bout d'un moment, il faut accompagner cette croissance avec des sachants. Donc il a fallu trouver des personnes qui, d'une part, croient au projet, ensuite peuvent nous accompagner, sont aussi avec une forme de souplesse intellectuelle et une intelligence situationnelle qui fait qu'on est capable de prendre une situation. On a une définition de poste, on a des compétences,
Mais finalement, je prends un exemple très concret, on est à Noël, on fait 40% du chiffre d'affaires, tout le monde plie des t-shirts. Donc il faut arriver à trouver des leviers humains et technologiques qui permettent d'accompagner cette croissance par palier. Dans effectivement, les leviers qui nous ont permis de franchir un cap, il y a une chose très importante qu'on n'a pas pris en considération au début. C'est le site internet. On le regardait exclusivement sur notre ordinateur, sur desktop. Et on se disait, il nous faut un très joli site sur desktop. Donc on a fait un très joli site avec les moyens qu'on avait. Et puis au bout d'un moment, on s'est rendu compte que en fait, 80% de notre trafic était sur mobile. Et qu'en fait, c'était stupide, puisque la majeure partie des achats se fait aussi sur mobile. On ne voulait pas d'une application, parce que les technologies évoluent, ça change beaucoup, c'est un domaine qu'on maîtrise moins. Mais par contre, on a eu la chance effectivement d'avoir, avec PrestaShop, de refondre le site et d'avoir un site qui est aujourd'hui complètement adaptatif, qui fonctionne très bien et qui nous a permis en fait de clairement améliorer notre taux de conversion, le chargement des pages et d'avoir une solution qui nous permettait en fait d'être à la mesure du volume de trafic, de vente et de conversion qu'on voulait. Donc la première erreur effectivement qu'on a fait, et au final un frein, c'est qu'on réfléchissait à le design, le web design et l'optimisation du site sur desktop. Or, il fallait principalement réfléchir mobile et mobile first. Et aujourd'hui, c'est plutôt une tendance qu'on a. C'est-à-dire que quand on consulte notre site, même si on est tous les jours devant notre ordinateur, on regarde sur mobile en premier pour voir si tout est OK, si tout fonctionne. Et après, on regarde sur desktop puisque c'est la priorité. Moi, je rejoins complètement ce que vient de dire Alain et Nicolas, parce qu'on a eu tout à fait les mêmes problématiques. C'est-à-dire que quand nous, on a refondu le site aussi il y a 1 an, et notre problématique principale, c'était que le site soit optimisé mobile, parce que nous, on a plutôt 30% de trafic venant du mobile, mais voilà, c'est une part qui continue d'évoluer tous les jours. Donc, c'était vraiment très important de pouvoir mettre le site plus mobile-friendly. Et c'est vrai que PrestaShop aussi nous a permis de toujours évoluer dans la suite logique de tout ce qui se passe sur le e-commerce, c'est-à-dire qu'on suit quand même beaucoup les best practices sur les e-commerçants, et donc on peut adapter chaque jour toute notre offre. Et aujourd'hui, c'est la mise en place de modules sur PrestaShop assez régulièrement, et un accompagnement aussi par notre agence digitale qui nous conseille toujours toutes ces best practices en cours. Ils seront là d'ailleurs tout à l'heure pour animer une conférence. Et donc voilà, donc nous, ça nous a aussi beaucoup aidé. Et un autre levier qui est assez important, c'est que aujourd'hui, nous, on est principalement en B2C, donc on a une plateforme B2C dédiée, et on a aussi un deuxième site, donc une deuxième boutique via PrestaShop qui est dédiée aux professionnels, et du coup qui nous permet d'offrir une plateforme complètement dédiée où les professionnels peuvent aller faire directement leurs achats, donc très simplifié aussi, mobile friendly, et du coup c'est vraiment un levier pour nous, pour le futur en tout cas. Donc là, vous avez évoqué surtout des leviers techniques. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, sur l'aspect mobile, tout le monde en a bien conscience sur le parcours d'achat. Ce que je trouve intéressant sur vos projets, c'est aussi votre image de marque. C'est-à-dire que tous les trois projets, vous rayonnez, et c'est ce qui vous permet peut-être d'avoir des marges plus confortables, de fidéliser davantage une communauté ou des clients par rapport à ça. Quelle était votre logique de marque et de développement par rapport à ça? Alors, nous, chez Avenue des Vins, au niveau des leviers, donc pareil, le mobile ultra important, et nous, on continue de le travailler régulièrement. On fait des tests utilisateurs très spécifiques sur le mobile, parce qu'on se rend compte que la cible n'est pas la même, le comportement n'est pas le même, et qu'on ne peut pas passer à côté de, pareil, c'est 40% de trafic sur le mobile. Et ensuite, nous, le levier, on a activé 2 leviers vraiment principaux, je dois les résumer, qui nous ont vraiment permis d'avoir une croissance beaucoup plus forte. La première, c'est sur la qualité du trafic. Donc, bien sûr, on parle souvent de quantité de trafic, mais la qualité fait toute la différence. C'est un peu bête comme ça à dire, mais c'est un travail qui se fait vraiment sur le long terme, avec beaucoup de tests, beaucoup de prestataires, et qui nous permet aujourd'hui d'investir aux bons endroits, parce qu'on sait que ça transformera beaucoup mieux. Et puis le deuxième axe, c'est surtout la partie transformation.
Donc là, on travaille notre tunnel de transformation, l'UX, l'expérience client, au quotidien. Et effectivement, par rapport à ta question, si on n'a pas une image de marque derrière qui rassure, c'est compliqué. On a forcément un frein. Et donc nous, cette image de marque, on la travaille donc en amont. Avec bien sûr des campagnes de notoriété qu'on axe nous un peu différemment chez Avenue des Vins, où on essaye d'aller plutôt sur le vin, c'est un produit culturel, c'est un produit de contact, c'est un produit de plaisir. Et donc nous, on a vraiment axé la stratégie sur la partie influenceurs, ambassadeurs, communauté. Donc bien sûr les réseaux sociaux, Instagram, où on a des ambassadeurs à qui on envoie régulièrement des bouteilles de vin et qui, s'ils l'aiment, vont en parler, vont dire voilà, ce petit vin du vigneron que personne connaît, allez-y parce qu'il est vraiment cool. Et moi, je l'ai dégusté à l'apéro, match de foot avec mes copains. Voilà, donc on essaye vraiment d'aller là-dessus sur la marque. On la travaille via la communauté et via les ambassadeurs. Chez Archiduchesse, c'est un peu la même. Enfin, on peut, de toute façon, aujourd'hui, on peut plus se passer des réseaux sociaux. Donc, nous, on essaye aussi d'être assez proactifs. Et ce qui est assez important aussi, c'est de créer de la proximité avec ses clients. Nous, on essaye de le mettre en place assez régulièrement sur notre page Facebook, mais aussi sur Instagram. Et maintenant, avec Story, ça nous permet aussi de créer un lien et de créer plus de proximité, de montrer un peu ce qui se passe derrière la marque, parce que sur Instagram, on va mettre des belles images, on va montrer que nos produits sont beaux, qu'on peut les porter facilement, mais c'est vrai que derrière, on a beaucoup de choses qui évoluent tout le temps sur les réseaux sociaux et qui nous permettent de mettre mieux en avant nos marques. Et c'est super important. Enfin, je pense notamment à Story qui nous permet de dire qu'on est ici aujourd'hui, de venir nous rencontrer, demander des informations à nos différents clients et les faire interagir avec la marque et les faire réagir. Et nous, c'est chez Archiduchesse, depuis le départ, on veut vraiment créer cette interaction avec nos clients et on essaye de le faire perdurer parce que c'est aussi un facteur clé de succès. C'est effectivement un point important. Les réseaux sociaux nous ont été toujours au cœur de notre stratégie pour diverses raisons. La première, c'est qu'effectivement, on vend un produit mass market qui est du t-shirt et les gens réagissent assez facilement en fait, sur les réseaux sociaux. Le deuxième point, c'est que aujourd'hui, le coût, le CPA des publicités est de plus en plus élevé. Il y a de plus en plus de monde qui le fait. Donc, on n'est pas sur des produits qu'on vend très cher, donc le CPA peut bouffer rapidement toute notre marge. En termes de SEO, on est sur le mot-clé t-shirt. Je vous laisse imaginer le prix du clic. On a la même problématique chez nous avec les chaussettes, oui. Donc c'est compliqué, c'est beaucoup de travail. Exactement. Donc on n'avait pas les moyens. Donc on s'est concentré sur quelque chose de très facile, ou pas, mais c'était le buzz. Comment apparaître et avoir de la publicité payante? C'est effectivement, payante, gratuite. C'était le partage, placer des produits en plateau télé. On a la chance de vendre des t-shirts et d'avoir des chroniqueurs à la télé qui portent des t-shirts. Donc on peut passer à la télé. Un bon exemple, là. Peut-être que tu devrais le montrer. Vous allez le voir sur Bein, sur l'équipe, dans tous les prochains jours, ou déjà au Mondial, dans quelques heures. Michel Griezmann. Pour la Coupe du Monde. Voilà, exactement, qu'il avait mis sur ses réseaux sociaux aussi. Ça l'avait fait marrer, etc. Donc on a eu en fait beaucoup d'opportunités d'avoir du buzz via des t-shirts parce que c'était drôle, original, sympa et que ça parlait un petit peu à tout le monde. Donc effectivement, le Mondial est une belle opportunité d'avoir de la visibilité gratuite, de travailler notre notoriété, de travailler également aussi de la conversion, de l'image de marque et d'être connu et reconnu sur les réseaux sociaux et de rattraper en fait notre retard. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui 120 ou 125 000 abonnés sur notre page Facebook et qu'on privilégie aujourd'hui, je dirais, le buzz et la viralité par rapport à des campagnes de SMA, SEO, etc. Ce qui est important sur vos discours, là, c'est vraiment de créer un écosystème. Donc, c'est-à-dire créer une marque, avoir des produits uniques ou autres, c'est un investissement pour attirer les gens, mais aussi en termes de communication. Et puis aussi le fait que vous soyez là, que vous incarnez votre marque, mais aussi que vous racontiez une histoire autour de votre site e-commerce, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort pour rester dans l'esprit des gens et donc pour fidéliser à terme. Il y avait deux choses, c'est vrai qu'on raconte souvent cette histoire avec Alain, mais au début, les premières marques qu'on avait sélectionnées, on avait pris des marques un peu tendance, des artistes, des choses sympas qu'on trouvait super. Et avec Alain, on s'est dit, on va en vendre des centaines de celui-là, il est génial, il est super design, etc. Et à côté de ça, on a des petites marques qui arrivaient avec du panda, de la licorne, des trucs
auquel on ne croyait pas du tout, en disant bon, on va le prendre quand même parce que voilà, ça fait une offre un peu variée. Et au final, les premiers mois, on n'a vendu que du panda et de la licorne. Et on n'a pas vendu un seul t-shirt des trucs qui nous faisaient kiffer nous. Donc on s'est dit, et c'est là où je voulais en venir, finalement, un des leviers, c'est que le marché a raison. C'est-à-dire que quand on a une image qui pour nous est cohérente, une expérience client qui est cohérente, et que finalement l'offre l'est pas, ça marche pas. Donc il faut rendre de la cohérence à l'offre et la proposition de valeur qu'on fait. Et là, on a trouvé notre équilibre et derrière, on a pu faire du viral, de la communication, etc. Et je terminerai, donc on disait il y avait plusieurs leviers. Il y avait le levier technique, levier marketing, levier humain. Et il y en a un qu'on n'a pas abordé, c'est le levier financier. C'est que je vais enfoncer une porte ouverte, mais pour avoir du succès, pour réussir, il faut être rentable, en fait. Et le premier levier qui permet de franchir ce cap-là, c'est la rentabilité. C'est le premier succès, c'est d'arriver avec un premier compte de résultat, bilan, avec quelque chose de positif, avec des chiffres qui montrent que, un, il y a de la croissance, et que deux, le marché, il est rentable. Et derrière, vous vous achetez de la tranquillité avec des acteurs que vous allez voir en disant bah voilà, moi j'ai fait un x2 ou x3 cette année. Si je veux faire x4, x5 l'année prochaine, le marché il est cohérent, c'est un coefficient, il me faut un peu de fonds. Et là, vous prouvez que ça fonctionne. Et là, on a un nouvel effet levier, une nouvelle garantie de succès derrière qui vient de se rajouter, qui est cette partie financière. Alors, c'est intéressant sur ce que tu as évoqué, la première partie, c'est cette phase itérative, c'est-à-dire d'être à l'écoute de la communauté. Est-ce que vous avez chacun un exemple de feedback de votre communauté ou de vos clients qui vous a permis de faire évoluer votre business? Question piège. Je dirais la personnalisation. On en parlait tout à l'heure. Au début, avec Nicolas, quand on présentait le site, les gens disaient « Ah, mais c'est un site de personnalisation de t-shirts ». Non, c'est pas justement de la personnalisation de t-shirts, fais pas de flocage, etc. Donc il y avait un problème déjà de sémantique entre ce qu'on avait, la compréhension de la personnalisation et eux. Aujourd'hui, la personnalisation, c'est le thème que l'on voit et dont on entend le plus parler dans l'ensemble des débats qui concernent le e-commerce ou qui concernent l'industrie. Comme effectivement mettre au devant de la scène la création. Avant, on cachait en fait tout ce qui était production, impression, etc. Ça passait effectivement derrière. Il fallait un petit peu ne pas montrer comment c'était fait. Aujourd'hui, il faut le mettre devant, expliquer, montrer, essayer de montrer un petit peu patte blanche pour savoir comment c'est fait. Et au final, la personnalisation aujourd'hui, c'est ce qui nous a permis de nous passer un vrai cap, un vrai levier, puisqu'on avait des paniers qu'on a réussi à multiplier par 3 ou par 4 avec de la personnalisation en fait. Parce que les gens achetaient pas un t-shirt, mais un t-shirt personnalisé, puis 2, 3 pour un ami, une copine, un parent, etc. Donc ça a été en fait un vrai levier de développement, de stratégie, et aujourd'hui on axe un petit peu notre développement autour de ça, parce que c'est vraiment un thème qu'on trouve aujourd'hui vraiment fondamental et un vrai thème de développement stratégique qui pour, je pense, l'ensemble de l'industrie. On en discutait juste avant la conférence, Camille, également sur la personnalisation, un axe aussi de développement par la suite. Alors à voir. Pour la chaussette, ça peut être. Il y a des aspects qui sont assez compliqués, donc on verra, mais on a très envie de le faire parce que effectivement c'est dans les tendances du moment, donc c'est très intéressant. Nous, pour revenir un peu sur les sujets sur la clientèle et qu'est-ce qu'on fait avec eux, c'est que nous on a beaucoup d'interaction avec nos clients, donc on est beaucoup à l'écoute et du coup on fait évoluer aussi nos collections en fonction des demandes des clients et on est vraiment très proche de notre communauté, donc on fait régulièrement appel à eux pour des sondages, pour choisir les motifs de nos collections, pour trouver des nouvelles couleurs à mettre en place, des noms de produits aussi, parce qu'on essaye d'avoir toujours des noms un petit peu rigolos et décalés, et du coup enfin, voilà, ça fait partie aussi de notre marque et de notre état d'esprit, et du coup l'interaction avec la communauté est très importante. Ouais. On parlait de personnalisation. Lolita, tu peux pas forcément personnaliser les bouteilles de vin, j'imagine, mais peut-être le packaging ou l'accompagnement client. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'a permis de faire évoluer ton business, de fidéliser les clients? Alors nous, la personnalisation, c'est un peu compliqué vu que c'est pas nos bouteilles, c'est pas nos produits, c'est les vins des vignerons. Nous, on n'a pas de stock. Quand il y a une commande qui est réalisée, on envoie notre transporteur directement chez le vigneron. Donc nous, toute cette grande tendance de la personnalisation qui est ultra intéressante et qui se développe de plus en plus, c'est un peu compliqué d'y aller. Ce qu'on a par contre choisi de faire, c'est effectivement d'écouter nos clients sur
leur demandent de détails, de dégustation sur des vins. On s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir expliquer, comme un caviste l'expliquerait à un client qui rentre dans sa boutique, que tel vin il va être super avec un pot-au-feu, ou que voilà, il va être frais, sec, etc. Donc bien sûr, on avait les fiches produits classiques, on avait bien travaillé une fiche produit par étape, en se disant qu'on répondait à toutes les attentes. Et en fait, on avait beaucoup d'appels. Bah non, moi j'aimerais bien savoir exactement de quelle couleur il est, le vin, enfin des choses très précises qu'on n'avait pas du tout, auxquelles on n'avait pas du tout pensé. Et donc on a décidé de créer un format de vidéo dédié à la dégustation. Donc avec un sommelier, on a une équipe de 5 sommeliers qui tournent et qui viennent déguster des vins en 45 secondes. Et donc chaque nouveau vigneron qui rentre sur la plateforme a une petite vidéo d'un de ses vins explicative. Et ça a très bien fonctionné et on a des bons retours. Il y a une forte tendance là qui s'est développée sur peut-être l'année dernière, vraiment ça a pris le pas sur la sphère e-commerce, c'est cet aspect collaboratif. Avant, on avait juste un site e-commerce, on essayait d'attirer du trafic et de générer des ventes derrière. Là, comment vous expliquez vos expériences? Vous êtes tout le temps dans une démarche collaborative où vous récupérez du feedback et vous allez corriger votre produit, où vous allez l'élaborer aussi avec votre communauté. Ça, vous pensez que c'est aussi un élément différenciant qui vous permet voilà, de fidéliser et puis de rendre aussi peut-être un peu ambassadeur vos clients sur votre projet? Enfin, c'est extrêmement important aujourd'hui. Je pense que dans tous les secteurs, avec chaque produit, on peut créer un lien avec ses clients. Et si on a la chance de travailler dans le digital, donc d'avoir aussi beaucoup de retours sur les datas, de bien pouvoir tout analyser, ce qui est quand même un peu plus compliqué dans le physique. Donc je pense que si on ne se sert pas de toutes ces retombées, donc on ne crée pas un lien et qu'en plus on ne se sert pas de toutes les données qu'on a la chance de pouvoir récolter sur un site, on passe à côté de plein de choses. Enfin, là, vous vous expliquez que les produits que vous pensiez vendre, bah, c'est pas du tout en fait ceux qui ont été vendus. Et c'est ce qui se passe beaucoup sur Internet. Donc, je pense qu'il faut être vraiment à l'écoute. Nous, ne pas le faire, en fait, nous on raisonne plutôt comme ça. Si on ne le fait pas, c'est quoi la conséquence? Et en fait, ne pas avoir des échanges avec ses clients, ne pas écouter quand il y a un problème ou en anticipant les problèmes, on se met face à une situation où, moi je me souviens, mon tout premier patron me disait, Nicolas, un client satisfait en parle à 10 personnes, un client pas content à 50. Nous, on part du principe que non pas le client a toujours raison, mais le client doit toujours être satisfait. Ça veut dire que si on s'est planté, ou que le client s'est planté de taille, ou parfois on a reçu des trucs complètement aberrants, un mec qui nous renvoie un t-shirt complètement troué, en disant merci de me le rembourser, il est arrivé comme ça. Et en regardant, on voit qu'en fait il y a des griffes de chat dedans. Enfin, le mec a laissé son chat jouer avec le t-shirt et il nous le renvoie. On n'a pas cherché à comprendre, on lui a dit on vous en renvoie un. Et résultat, on a eu un super avis en disant suite à un petit problème de ma part, ils ont gentiment renvoyé le t-shirt, etc. Et en fait, ne serait-ce que d'avoir ce lien, et on est tous dans des produits où en fait c'est très compliqué de vendre sur le web parce que dans le vin, j'étais dans le vin un peu avant aussi, dans le vin, quand on déguste pas, c'est compliqué de vendre. Quand on n'a pas eu le relationnel avec le vigneron, si on s'appelle pas Dutz ou machin dans le champagne, c'est compliqué d'expliquer que son champagne, parce que c'est un premier cru ou un blanc de blanc, machin, c'est mieux que l'autre. Pour les chaussettes ou le textile, c'est pareil. 80% des achats dans le textile se font après un contact. Nous, on n'a pas cette chance-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça. Donc il faut séduire en amont avec deux choses. C'est un, des produits cool, ou en tout cas qui correspondent à ce qu'on recherche, et deux, une expérience client et un niveau de sûreté et de réassurance extrêmement élevé. Donc ne pas faire ça, c'est s'interdire des ventes, ou en tout cas ne plus exister. On a de la chance aujourd'hui d'avoir des boîtes qui ont créé des avis vérifiés ou trusted, etc. Je pense qu'on ne pense pas en amont à l'importance d'intégrer ce type de solution sur un site. Pourquoi? Parce que ce soit dans le vin, chaussettes ou t-shirt, les gens ont clairement un problème de confiance de l'achat sur Internet, même si aujourd'hui on a des générations qui sont de plus en plus habituées à consommer sur Internet, c'est encore pas si simple de convaincre les clients. Et il y a clairement une différence du taux de transformation, du taux de confiance en ayant un retour positif et consultable par l'ensemble des clients, que ce soit en bien ou en mal, parce que tout le monde peut se planter, tout le monde peut faire des erreurs, et je pense que c'est d'autant plus naturel. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un capital, un, de retour pour nous, pour savoir les éléments sur lesquels on a pêché, et deux, de confiance et de taux de transformation sur les clients. Ouais.
Oui, je complète un petit peu, mais c'est vrai que aujourd'hui, les avis clients, c'est vraiment très important et ça permet aussi de donner des avis sur la marque et renforcer l'attachement à la marque. Et nous, on essaye aussi de le faire assez régulièrement, et notamment en étant assez proactif, en ayant un numéro de téléphone qui soit disponible pour le client, un messenger qui soit disponible aussi sur Facebook. Enfin, toujours être en fait à l'écoute du client et toujours être là si le client a des questions ou quoi, pour justement créer cette proximité et avoir toujours la possibilité d'aider le client à aboutir à son achat. Je complète aussi juste sur les avis clients. Je suis tout à fait d'accord. Et aujourd'hui, forcément, quand on a des avis positifs, on est plus que content. Déjà, on est content d'avoir le retour et de savoir ce qui a plu dans nos produits, parce que ça, c'est pas toujours évident. Nous, on s'est rendu compte que ce qui plaisait énormément, c'était nos emballages. Alors ça, on n'avait pas du tout pensé à ça. On a des emballages en fait, qui sont autour de chaque bouteille de vin, des intercalaires qui sont montés, qui sont pas faciles à démonter. Enfin, c'est quand même mais les clients sont ravis parce qu'ils sont hyper rassurés et qu'ils se disent OK, j'ai pas eu une seule casse et je peux recommander. Donc ça, déjà, cet avis-là était précieux pour nous. Et puis il y a aussi les avis négatifs qui nous faisaient peur au début quand on a installé avis vérifié. Enfin, nous on avait qu'avis vérifié, mais il y en a d'autres. Quand les premiers avis négatifs sont tombés, c'est sur notre page, c'est des avis vérifiés, donc on ne peut pas les supprimer, il faut les gérer. Et on s'est rendu compte qu'en écoutant le client, en lui faisant comprendre qu'on comprenait juste simplement son point, et en lui faisant une petite proposition commerciale de 5% sur la prochaine commande, ou 10% selon le problème qu'il a eu sur sa commande, non seulement le client est ravi, il en parle, effectivement, et il recommande. Donc c'est aussi en fait un levier de croissance. Et ça, on n'y pense pas au début. On peut peut-être sonder qui fait de la gestion d'avis sur Internet. Levez la main. Ne soyez pas timide. Une personne. Ok. C'est quand même impressionnant, alors que c'est des opportunités de vente qui permettent après de rassurer la personne et puis de générer de la vente. On voit sur pas mal de sites e-commerce, quand on ne répond pas, ça peut générer de la tension, de la frustration. Il y a peut-être plusieurs clients qui vont se mettre ensemble pour critiquer la marque ou le site e-commerce. Donc c'est vraiment important de pallier à ça et d'être présent, si ce n'est aussi qu'il faut penser que c'est sur une communication qui va être beaucoup plus large, que ce n'est pas seulement par rapport à l'individu en direct, mais aussi à toutes les autres personnes qui sont derrière. Ok, très bien. On va parler d'un aspect qui est vraiment central, qui va être plus sur les freins de croissance. On voit, tu en parlais tout à l'heure, Nicolas, de ces différentes phases. Nous, comment on perçoit le e-commerce, on a l'impression que quand on se lance, il y a une phase très artisanale, où au final on va toucher un petit peu à tout, à la logistique, des problématiques aussi de ressources humaines, donc il faut des ressources qui soient polyvalentes. Donc il y a un frein qui est à ce niveau-là. Peut-être après une deuxième phase qui va être sur la problématique de fidélisation, de rétention et d'avoir des produits qui nous permettent de générer suffisamment de marge pour après générer suffisamment de chiffre d'affaires et développer son activité. Ces freins-là, ils sont réels, la logistique, la fidélisation. Vous en voyez d'autres aussi sur ces logiques-là ? Moi, je pense que tu prends les leviers, tu les inverses et tu as des freins en fait. C'est-à-dire que si tu n'as pas les bons hommes, tu n'as pas la bonne technique, tu n'as pas d'argent, etc. Enfin, tout ça vont finalement se transformer en freins. Nous, on a eu un certain, alors pas forcément des freins, mais des choses qui t'arrivent dessus que tu n'as pas du tout prévues, qu'il faut assimiler et du moins s'en servir pour avoir justement l'effet inverse, l'effet levier. Je donne un exemple. Au début, on faisait tout, la logistique nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on prenait les paquets, on les pliait les t-shirts, on les mettait sous blister, on collait une étiquette, on écrivait à la main, on les amenait à la poste, etc. Et quand avec Alain, on s'est dit, bon, maintenant c'est bon, l'offre, elle marche, etc. On booste un peu la partie com pour augmenter les ventes. Et là, on s'est retrouvé complètement dépassé à se dire, finalement, on ne peut pas passer des nuits blanches à emballer des t-shirts et on n'arrive pas à envoyer dans les temps parce qu'on a trop de choses à faire. Et là, finalement, c'était cette dimension temps qui venait à manquer. On savait faire, etc., mais on n'avait pas suffisamment de temps pour le faire. Donc, il a fallu optimiser, donc trouver des partenaires. Donc, on parlait tout à l'heure de s'entourer en interne, c'est-à-dire recruter les talents.
Mais parfois, c'est pas nécessaire de le faire en interne. Il est parfois intéressant de sous-traiter et d'aller chercher des sachants ou des gens dont c'est le métier. Avec le recul, est-ce que tu aurais externalisé plus tôt, maintenant que tu sais ça, ou est-ce qu'il fallait attendre ce moment de rupture, d'être vraiment sur cet aspect de surcharge? Moi je pense, tu me diras Alain si je dis une bêtise, hein, mais je pense qu'on, c'est pas pour nous la péter, mais je pense qu'on l'a fait dans le bon sens. Si on avait internalisé la production plus tôt, finalement on n'aurait pas eu la capacité à former des gens pour imprimer sur des machines, amortir, etc. Si on avait été chercher un partenaire qui faisait de l'expédition pour nous, aujourd'hui nous on travaille avec Wing par exemple pour l'expédition, si on était allé chercher ce type d'acteur, Cubin, Wing avant, ça nous aurait coûté trop cher, puisqu'on n'avait pas le volume nécessaire ou suffisant pour atteindre des coûts qui étaient intéressants pour nous. C'est vrai qu'on a, je pense, au début, trop rapidement essayé de travailler avec des acteurs qui font du très bon travail, mais qui demandent d'avoir un certain volume de chiffre d'affaires pour que ce soit rentable. On a travaillé avec différentes agences, justement, dans le domaine de la publicité payante. Ils faisaient du très bon boulot, ils nous expliquaient beaucoup de choses, puisque ce n'était pas nous notre métier d'origine. Mais on n'était pas rentable, en fait. C'est-à-dire qu'on travaillait et on vendait à perte. Pourquoi? Parce qu'il y avait une marge à rajouter en plus, qu'on faisait un niveau de vente, mais qui n'était pas un niveau de vente suffisant pour, je dirais, absorber la marge et le coût de prestation de ces agences. Et en fait, on s'est vite aperçu que, OK, on avait un volume supérieur, mais on perdait de l'argent. Donc, il fallait mieux vendre moins, mais être plus rentable. Donc, je pense qu'il faut bien vérifier sa marge avant de travailler à différents acteurs, comme effectivement Wing, Cubin, qui propose des solutions qui sont vraiment très, très, très pertinentes pour un bon nombre d'acteurs. Et je pense qu'il faut bien étudier avant si effectivement l'intégration de ce type de solution est rentable avec le volume de vente déjà fait, ou est-ce qu'il faut attendre un petit peu? Alors, je vais rebondir sur un autre projet, le tien, celui de Camille. J'ai vu sur ton site, tu as les tailles qui sont affichées directement sur les produits. Ça, c'était un élément clé peut-être pour faire face à cette problématique de stock, à ne pas générer trop de frais, à ne pas générer trop de frustration pour les utilisateurs. Quand est-ce que tu l'as mis en place? Est-ce que l'aspect logistique est aussi un frein dans ta croissance? Alors effectivement, les prix sont disponibles dès la homepage. On peut d'ailleurs mettre le produit directement au panier dès la homepage sur notre site. Et tout ce qui est disponible, toutes les tailles visibles sont disponibles. Donc ça, c'est très important pour nous de bien répondre à ça pour pas que les clients soient déçus par la suite. Nous, on a, je trouve que ce qui est important, c'est de bien organiser la société. Et moi, c'est ce que j'ai fait aussi en arrivant, c'est que nous, on gérait aussi les commandes de notre côté, donc on envoyait nos commandes. Donc, quand on est dans une période comme aujourd'hui, au mois de mai, on a une vingtaine de commandes par jour, ça passe encore. Mais quand on arrive sur le mois de décembre où on a des week-ends très chargés et que le lundi matin, on doit préparer plus de 150 commandes, ça commence à devenir compliqué. Donc, c'était devenu vraiment un frein dans le développement. Donc, moi, j'ai décidé d'externaliser la logistique aussi, de faire appel à un professionnel en fait, de la logistique qui nous a permis vraiment de pouvoir nous développer sans avoir cette contrainte-là derrière, de se dire est-ce qu'on a suffisamment de staff pour faire les commandes et voilà. Donc ça c'était vraiment très important d'organiser, parce que les ressources humaines d'aujourd'hui c'est ce qui nous permet de développer la marque au quotidien. Donc on s'aperçoit que la saisonnalité, généralement, c'est quand on a des périodes très fastes. Pour Noël, c'est là où on va peut-être développer plus de croissance, et à partir d'un certain seuil, voilà, externaliser, ça nous permet d'amortir, de ne pas avoir les ressources en interne, et donc vraiment d'être élastique par rapport aux différents flux. Toi, Lolita, sur l'aspect logistique, est-ce que c'était aussi un élément qui était perturbant pour la croissance? Oui. Nous, c'est pareil, c'est notre modèle qui veut ça, mais c'est un peu à part. C'est les vignerons qui... quand il y a une commande qui est réalisée, on prévient le vigneron qui vient de recevoir une commande, il doit emballer la commande, et il nous prévient. On a créé dans PrestaShop une interface qui est directement pluguée chez le vigneron, et il a une interface de gestion où il dit voilà, c'est bon, je suis prêt, le transporteur peut venir chercher la commande. Donc une fois qu'il a cliqué sur le bouton, là le transporteur est très réactif, donc arrive au domaine et livre le client final. Sauf qu'on n'a pas eu la même réactivité avec tous les vignerons.
Il y en a qui étaient très réactifs et qui comprenaient complètement que derrière, il y avait une promesse de livraison en 48 heures ou 72 heures. Il y en a d'autres pour qui c'était un peu plus compliqué. Donc voilà, donc on a eu toute une phase d'éducation en fait, où on a essayé de leur expliquer que oui, il y avait une promesse client derrière et que oui, c'était important de respecter les délais de livraison parce que c'était un des points clés d'un site e-commerce. Donc voilà, donc on a beaucoup travaillé là-dessus et aujourd'hui, on sélectionne aussi mieux nos vignerons dans ce point de vue-là. Donc là, sur les freins de croissance, on a vu l'organisation, les process, donc que ce soit avec la livraison, les différents interlocuteurs, que ce soit sur la logistique ou autre. Est-ce que vous avez des conseils? Camille, tu as parlé aussi de la structuration de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des choses, avec le recul, vous vous êtes dit, si quelqu'un avait pris le temps de m'expliquer ça, j'aurais pu économiser du temps et accélérer mon développement? Je pense que la question d'organisation est clé. Moi, globalement, externaliser la logistique, c'était indispensable pour la suite. Et après, c'est sûr qu'il faut bien s'entourer, que ce soit en interne, mais aussi en externe. Nous, aujourd'hui, on est accompagnés de notre agence digitale qui nous accompagne au quotidien et qui nous aide vraiment sur le développement. Donc, voilà, bien s'accompagner, c'est très important. Est-ce que vous avez une certaine forme de mentoring, d'avoir d'autres e-commerçants que vous voyez régulièrement, qui vous donnent du feedback, ou vous étiez vraiment entouré avec vos prestataires et eux qui ont cette vision transversale vous ont permis d'avancer? Nous, dès le départ, en fait, on vient de grandes structures avec Alain dans un monde complètement différent. Mais dès le départ, on avait une conviction, c'était qu'on ne réussirait rien seul et qu'il fallait s'appuyer aussi bien en interne sur des compétences que en externe sur des partenaires et des réseaux. Donc dès le départ, on est allé dans une démarche de rapprochement avec French Tech, France Digital, PrestaShop, les communautés d'accompagnement type la CCI, Entreprendre, etc. Et on a créé en fait notre écosystème autour avec une légitimité. Et du coup, avant de prendre des décisions stratégiques, on s'appuyait, alors mentor c'est un peu fort, mais sur des sachants, sur des domaines très particuliers, dans des organisations, des structures ou des groupes d'influence qui sont reconnus pour être compétents sur le sujet, et on allait les voir. Moi, il y a peut-être une chose, enfin il y en a plusieurs, mais il y a une chose que effectivement j'aurais peut-être pas fait de la même manière avec le recul, ou en tout cas j'aurais demandé peut-être différemment, c'est sur les aspects comptabilité. Au début, on est parti sur des aspects comptables en ligne, etc., qui au tout début de l'activité, c'est pratique, hein, c'est bien, hein, tu as une interface, tu gères tout seul, mais au final, on se retrouvait à passer énormément de temps à faire nous-mêmes le travail de comptabilité, ce qui n'était pas du tout utile. On aurait dû dès le départ prendre en fait un cabinet d'expertise comptable spécialisé sur ces environnements digitaux qui nous aurait fait gagner un temps fou en fait. Il y a une logique très start-up qui dit qu'il faut externaliser tout ce que vous savez faire. Pourquoi? Parce que vous pouvez exercer en même temps un contrôle dessus et en même temps bien identifier votre valeur ajoutée. Quand on est e-commerçant, ça ne va pas être la comptabilité, ça ne va pas être l'organisation, mais ça va être plus le marketing, la communication que vous pouvez avoir sur vos produits. Ok. Très bien. Écoutez, il nous reste une dizaine de minutes pour prendre des questions. S'il y a des questions dans la salle. Pas de questions? Bonjour. Alors, deux petites questions. Une par rapport aux chaussettes. J'ai vu votre... On vous entend pas très bien, désolé. Oui, une par rapport aux chaussettes. J'ai vu votre site il y a 1 an et demi, 2 ans. Et effectivement, on voyait toutes les tailles. J'ai vu que vous avez rechangé, il y a 2 minutes sur mon téléphone. Et en fait, c'est un menu déroulant. Alors c'est vrai qu'au début, c'était frustrant de voir qu'il y avait plein de tailles qui manquaient. Et ça m'avait un peu déçu à l'époque, en fait. Je trouve que la nouvelle version est bien meilleure. Merci. Par contre, moi j'ai le problème sur mon site aussi, c'est que j'ai des produits qui sont réapprovisionnés régulièrement. Vous devez avoir le même problème dans les t-shirts. Et ma question, c'est de dire, est-ce que je dis, entre guillemets, la vérité sur mon stock, ou alors est-ce que mes produits sont toujours commandables avec un délai? C'est-à-dire comment gérer le fait que des chaussettes en 38 ne sont pas disponibles aujourd'hui, mais je vais les recevoir après-demain. Est-ce que j'en parle aux clients? Est-ce que je les laisse en vente? Est-ce que je ne les mets pas?
Voilà. Et la deuxième question sera par rapport au vin. J'ai des produits sensibles aussi. Je pense que vous avez le problème du client qui a une bouteille cassée dans son colis, ça arrive, qui ne l'a pas vu, qui n'a pas émis de réserve. Alors comment est-ce que vous gérez ça? Nous, on essaie d'envoyer des emails presque en faisant des 4 par 3, ouvrez le colis avant que le chauffeur s'en aille. Mais malheureusement, on a toujours le client qui nous dit le colis était parfait, je ne l'ai pas ouvert et il y a de la casse dedans, quoi. Voilà. Merci. Alors nous, effectivement, on a eu pas mal de soucis avec les stocks où on était en rupture sur beaucoup de produits à une époque parce que la gestion des stocks était assez compliquée. Et moi, j'ai fait un gros travail en arrivant sur le stock, et parce que pour moi, c'est très important qu'on puisse avoir les stocks disponibles. Et les stocks qu'on propose aujourd'hui sur le site sont les stocks que nous avons chez nous. C'est-à-dire que quand vous commandez notre produit, sauf erreur, quand on arrive sur des fins de stock ou quoi, c'est un produit qui est disponible chez nous. Donc pour nous, c'était vraiment très important d'avoir cette disponibilité-là, aussi parce qu'on est très réactif et que quand vous commandez chez nous, on envoie en général dans la journée même ou le lendemain, et qu'on essaye de ne pas avoir des commandes en attente. Donc ça, c'est assez important. Et on a certains produits qui sont forcément en rupture de temps en temps. Là, certains clients peuvent commander 10, 20 chaussettes dans une seule couleur. On ne l'a pas forcément anticipé. Donc, on peut avoir certaines ruptures. Et dans ces cas-là, on a mis en place un système de newsletter. C'est-à-dire que vous inscrivez votre adresse email et on vous envoie un email dès que le produit est remis en stock. Et ça permet aussi de pallier à ces manques-là. Voilà. Je rebondis juste sur votre question. Je pense qu'en fait, il faut toujours dire la vérité au client. C'est-à-dire, si vous ne l'avez pas et que vous savez que vous ne le livrerez pas dans les temps, de toute manière, il vaut mieux le rendre indisponible. Nous, on a pallié ce problème-là en travaillant en flux tendu. C'est-à-dire qu'on a toujours du stock de base vierge et on imprime à la demande. Ce qui fait que ce qui est commandé sur le site est expédié directement. Donc, on n'a jamais de rupture. Oui, le client risque d'être vraiment déçu s'il attend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines son produit, s'il est en rupture et qu'il n'a pas été prévenu. En fait, quand il commande, il a vraiment envie de l'avoir tout de suite, quoi, dans les plus brefs délais. Donc, il faut faire attention. Et sur la question sur le vin, donc la casse, alors nous, on a aussi cette communication, on dit bien aux clients de bien regarder le colis si il paraît en bon état ou pas, et sinon de l'ouvrir quand le livreur arrive. En vrai, effectivement, c'est rarement le cas. Nous, ça ne nous pose pas de problème, dans le sens où quand le client constate une casse, donc il a ouvert son colis, on lui demande généralement une photo. Il prend la photo et on voit tout de suite de toute façon qu'il y a un problème. Et quand ça nous arrive aussi que c'est des personnes personnes âgées ou qui n'ont pas forcément accès, nous, on les croit. Et on les rembourse. Et de toute façon, on trouve, avec notre transporteur, toujours une trace de la casse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. Nous, ça fait 5 ans qu'on vend des coques de téléphone en ligne. Et j'ai été un peu surpris d'apprendre que 3 acteurs du e-commerce comme vous sous-traitent la logistique. Je voulais savoir si vous ne pensiez pas qu'à long terme, c'est mieux de la contrôler pour notamment les coûts que ça entraîne. Voilà. Alors, pour notre cas, en fait, la logistique est complètement internalisée. Il y a effectivement, je dirais, la logistique du dernier kilomètre qui est externalisée, puisqu'on a la capacité de travailler justement avec les acteurs comme Wing pour la partie expédition. Mais toute la logistique, nous, internalisée, puisqu'effectivement, nous, notre premier objectif, ça a été, avec la croissance, d'internaliser toute la production, parce qu'on a besoin de réactivité, qu'on est dans une culture, je dirais, de l'instantanéité, c'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, sont habitués avec des Amazon et autres structures à recevoir leur colis immédiatement, et si ce n'est pas le cas, du coup, ça devient un mauvais service, entre guillemets. Donc, nous, l'objectif, c'était de pouvoir internaliser et de travailler, effectivement, en flux tendu. Donc, nous, c'est 100% à la maison. Nous, on est passé par les 2 phases, puisqu'on a longtemps fait les commandes nous-mêmes. Et il faut savoir un truc, c'est que la logistique, c'est un métier, et les process sont optimisés dans les entrepôts logistiques beaucoup plus que quand on le fait en interne. Donc, on gagne vraiment beaucoup plus de temps. Et nous, c'était aussi une question de saisonnalité, c'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a des périodes où on a très peu de commandes, et du coup, on avait une personne qui était là, mais qui n'avait pas du travail toute la journée. Et on a une période où on a beaucoup plus de commandes, et du coup,
Il fallait vraiment avoir plus de staff pour pouvoir faire les commandes. Et en termes RH aussi, c'est assez délicat parce que quand vous avez quelqu'un qui gère les commandes le lundi et que toutes les commandes doivent partir et que cette personne-là est absente, comment vous faites? Et ça se passe pas comme ça chez les logisticiens, c'est-à-dire que les commandes, elles partent quoi qu'il arrive. Alors, on a d'autres questions au fond. Je te réponds juste par rapport à la question, juste brièvement. Nous, forcément, notre modèle économique fait que c'est les vignerons qui préparent, donc c'est pas vraiment externalisé en fait. C'est les vignerons et on a quand même, ils mettent des petits, ils peuvent mettre des petits flyers dedans. Enfin, on arrive quand même à personnaliser un peu la livraison à ce niveau-là. Bonjour, moi j'avais une question concernant la production des visuels qui alimentent vos sites e-commerce. Dans le cadre de votre développement, comment ça s'est passé, que ce soit pour vos visuels d'ambiance, type Instagram, ou vos visuels descriptifs pour vos fiches produits? Est-ce que vos visuels sont produits en interne ou est-ce que c'est en externe? Si oui, physiquement sur quelle ligue par rapport au flux logistique de vos produits, etc. Quelles solutions, quels freins, quelles difficultés vous avez eues par rapport à la production de ces visuels? Alors, vaste sujet. On a travaillé avec des agences pour des shootings photos extérieurs ou effectivement intérieurs. Ça, c'est tout ce qui va concerner, je dirais, la partie fiche produit et e-commerce. On a la chance de vendre des t-shirts et souvent les mêmes modèles. Donc on a ce qu'on appelle des mock-ups, c'est-à-dire globalement 5 à 10 photos d'un même t-shirt blanc pris sous différents angles, différentes positions, et on va y accoler un visuel dessus. Pour tout ce qui va être réseaux sociaux, Instagram, on fait tout nous-mêmes. Aujourd'hui, chacun a un téléphone qui est capable de prendre de jolies photos. Donc on internalise toute la partie photo. On a un post Facebook par jour et un post Instagram par jour. Donc il y a pas mal de contenu. Si on devait travailler effectivement avec des photographes, ce serait un gros budget. Donc aujourd'hui on l'internalise, je dirais à 80-90%, et après on passe par les prestataires externes. Nous aussi, on est un petit peu dans le même cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est une toute petite structure, on a peu de budget pour la création de contenu, et c'est un peu le nerf de la guerre sur les réseaux sociaux. Du coup, nous, on crée tous nos contenus nous-mêmes. Du coup, j'ai envie de dire, on fait des chaussettes, donc on va caster nos stagiaires en fonction de leurs pieds. Et on fait beaucoup de choses nous-mêmes, et aussi on fait appel à notre communauté, surtout sur Instagram, pour réutiliser leurs images. Faut surtout pas oublier cette partie-là, parce qu'il y a des contenus qui existent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout, et du coup, il faut essayer de les exploiter au maximum, parce que on est très consommateur de contenu aujourd'hui. Bon, nous pareil, le contenu est vraiment sur le vin, on est un peu obligé, c'est au cœur de la stratégie. On a tout internalisé, on a essayé de l'externaliser et on s'est vite rendu compte que sur les réseaux sociaux, on avait vraiment besoin de quelqu'un en interne pour être réactif et pour vraiment contrôler et maîtriser tous les contenus. Même une simple photo prise avec un appareil, elle est revue, elle est pensée. Et avec une agence, ça nous prenait beaucoup plus de temps. Donc on a maintenant une personne qui est dédiée au contenu à temps plein chez Avenue des Vins. On a encore le temps pour une dernière question. Plus de questions? Profitez-en, on a une Dream Team e-commerce. Dernière question au fond. Bonjour, alors désolée, je suis arrivée un peu en cours de route, donc j'ai pas forcément tout entendu. Ma question s'adressait surtout pour Camille Zamo, puisqu'on va être plus ou moins dans le même domaine, et on a énormément de mal pour la gestion de toutes nos déclinaisons, puisqu'on a énormément de couleurs différentes. Comment vous avez réussi, quand vous avez vraiment développé la marque, à gérer tout ça pour que surtout ce soit très pratique pour l'utilisateur et pas trop embêtant pour nous non plus. Bon courage. J'espère que vous ne vous lancez pas dans la chaussette.
C'est vrai que nous, aujourd'hui, on a beaucoup de références produits puisqu'on propose plus de 40 couleurs dans une de nos gammes et dans chaque gamme de produits, on a une quinzaine, vingtaine de couleurs. Enfin, c'est vraiment notre cœur de métier, notre ADN, donc c'est très important. Du coup, pour l'utilisateur, on a essayé de faire quelque chose d'assez joli et d'avoir un panel de couleurs qui est disponible, qui est très visuel et qu'on déroule assez facilement, donc qu'on puisse voir vraiment l'ensemble des couleurs très vite. Donc ça, c'était assez important. Et de notre côté, c'est beaucoup de gestion, notamment sur les commandes et le stock, c'est sûr. Maintenant, nous, on fait que de la chaussette, donc on se concentre vraiment là-dessus. Et voilà, c'est du boulot. Voilà, beaucoup de références, c'est sûr que ça crée plus d'interaction avec la clientèle, mais aussi beaucoup plus de travail pour la marque. Très bien, on est bon dans le timing. Je pense qu'on peut remercier nos intervenants. On peut les applaudir. Partager des compétences comme ça, des informations, du retour d'expérience. N'hésitez pas à les contacter. Voilà, vous avez tous leurs noms, à les harceler, peut-être pas de questions sur la journée, mais à échanger avec eux sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn par la suite. Je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne journée. Ceux qui veulent des t-shirts PrestaShop, on a un petit stand sur la gauche, il y a des t-shirts gratuits personnalisés, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et dégustation de vin en fin de journée. Dégustation de vin en fin de journée aussi, à 18h.